Bonjour, puisque tout à l'heure la carte Noun, et la lettre hébraïque Noun a évoqué le Graal, je me suis dit tiens je vais faire une lecture du Graal. Donc voilà, sachez qu'il y a les autres chapitres, il y en a beaucoup, regardez comme il est gros le livre, je suis presque à la fin. Il y a beaucoup d'autres chapitres, presque tous, je pense. Sur la playlist intitulée Le cycle du Graal. Donc j'y vais. Le chevalier au lion. Quand Girflet, le fils de Donne, revint à la cour du roi Arthur, chacun se réjouit de le revoir et lui fit bon accueil. Il fut ainsi grandement consolé des épreuves qu'il venait de subir à cause de son amour insensé pour Gawain. Il retrouva Vacaille, le sénéchal, et aussi Lancelot du Lac, en compagnie de son cousin Bohort de Gonesse, d'Odinel le sauvage, et Bédouir, avec lequel il avait déjà vécu tant d'aventures. Il y avait aussi là Gauvin, le neveu du roi, et Yvain, le fils du roi Urienne, tous deux revenant de quelques tournois où ils s'étaient couverts de gloire. Ils devisaient tous, assis autour du roi Arthur, dans le pré devant la forteresse de Caerleon-sur-Uisge, tandis que des valets venaient leur servir des boissons rafraîchissantes. C'est alors que se présenta devant eux une jeune fille montée sur un cheval brun, à la crinière frisée. Elle était vêtue d'un grand manteau de couleur jaune. La bride et la selle de son cheval étaient en or. Elle sauta de sa selle sans que personne ne l'aidât et, apercevant le roi, elle ôta son manteau et s'approcha de lui, le saluant avec déférence. « Madame, m'envoie te saluer, roi Arthur, ainsi que ton neveu Gauvin et tous les chevaliers qui sont autour de toi, tous sauf Yvain, le fils du roi Urienne, que je vois là en train de pérorer et de raconter des exploits qu'il n'a peut-être pas accomplis, mais dont il se vante avec orgueil et arrogance. Je pourrais même ajouter qu'il est le plus faux et le plus déloyal de tous tes compagnons, car il ne respecte pas la parole donnée. Il n'est qu'un traître, un menteur, un moqueur, qui, après avoir séduit madame par de belles paroles, l'a lâchement abandonnée pour courir les aventures, ne se souvenant même pas du délai que madame lui avait octroyé. La jeune fille paraissait forte en colère, et ses paroles plongèrent ceux qui l'entendaient dans le plus profond désarroi. Quant à Yvain, il tremblait de tous ses membres, car il savait bien que ce discours avait été prononcé pour lui faire honte, à lui et à nul autre que lui. Précisément, la jeune fille s'avança face à lui et dit « Madame t'avait donné répit jusqu'à la Saint-Jean. Celle-ci est bien loin maintenant, et tu n'as pu t'en souvenir, tellement tu dédaignais la femme à qui tu avais pourtant engagé ta foi. Depuis ton départ, madame a marqué tous les jours dans sa chambre, car celle qui aime est en grand souci et ne peut jamais dormir apaisée tant qu'elle n'est pas assurée que l'être qu'elle aime est en sûreté. Mais cela, tu ne le sais même pas, tu ignores ce que ressentent les vrais amants. Aussi, te dirais-je que tu nous as trahis, madame et moi, ainsi que toutes celles que tu as vues autour de nous et qui se sont dévouées à ton service quand tu faisais semblant d'être amoureux de madame. » En entendant ces paroles, Yvain demeurait immobile et sans réaction. Il savait bien que la jeune fille avait raison. Il s'était complu dans maintes aventures et, trop pris par son enthousiasme et son appétit de gloire, il avait oublié le délai fixé par la dame de la Fontaine. La jeune fille reprit alors. « Sache, Yvain, que désormais madame n'a plus aucun souci de toi. Elle te signifie par ma bouche que tu ne te représentes jamais plus devant elle, car en ce cas, elle te ferait jeter dehors par ses valets comme le pire des malfaiteurs. Elle te fait également savoir que tu ne dois plus garder l'anneau qu'elle t'a donné avant ton départ. Rends-le-moi, et je m'en retournerai immédiatement en te laissant à tes plaisirs. » Yvain ne fit pas un geste et ne prononça pas une parole. Il ne le pouvait d'ailleurs pas, tant l'angoisse le saisissait à la gorge et l'étouffait. La jeune fille, constatant son peu de réaction, s'approcha de lui, lui prit la main et retira l'anneau qu'il portait à l'un de ses doigts.
Après quoi elle dit à l'adresse de tous ceux qui se trouvaient là: « C'est ainsi qu'on traite un trompeur, un traître sans parole, que la honte te dévore. » Elle se retourna alors, sauta sur son cheval, piqua des deux et disparut aussi vite qu'elle était venue. Un grand silence plana sur l'assemblée. Personne n'osait dire un mot, tant l'incident avait été pénible. Puis des murmures montèrent peu à peu, comme le bruit de la marée après une période de calme. Mais Yvain demeurait hébété. Tout ce qu'il percevait dans ses oreilles l'incommodait, tout ce qu'il voyait le tourmentait. Il aurait voulu être très loin en une terre sauvage, si inconnue qu'on n'eût jamais pu le retrouver. Et il savait bien que tout cela était de sa faute. Il se haïssait lui-même, se demandant auprès de qui il pourrait trouver consolation. Mais ni Gauvin ni aucun autre de ses compagnons n'aurait pu l'arracher à son désespoir. Il s'éloigna sans mot dire, craignant de prononcer de folles paroles au milieu des autres. Il valait mieux qu'il se réfugiât dans le silence et la solitude. Ainsi pourrait-il expier le forfait dont il s'était rendu coupable. Il fut bientôt très loin de la forteresse et des pavillons qu'on avait dressés sur le pré. Alors le délire s'empara de lui. Il se griffa le visage, se tordit les mains, déchira ses vêtements et les mit en lambeaux. Et il s'enfuit par les bois et par les champs. Quand ils ne le virent plus, ses compagnons, fort inquiets, partirent à sa recherche, mais ils eurent beau fouiller les tentes, les essarts, les haies et les fourrés, ils ne le trouvèrent point. Yvain avait couru comme un fou, délaissant son cheval et ses armes. Près d'un parc, il rencontra un garçon qui tenait un arc et des flèches, et il eut juste assez de sens pour les lui arracher. Perdant le souvenir de tout ce qu'il avait pu faire jusque-là, il s'enfonça dans la forêt, guettant les bêtes qui se cachaient sous les frondaisons, les tuant, les dépouillant et en mangeant la chair crue. Il passa la nuit au pied d'un arbre et dormit d'un sommeil lourd. Le froid du petit matin le réveilla. Il se leva, non pas pour revenir vers la cour, mais au contraire, pour s'enfoncer davantage dans les bois. Il franchit des vallées, s'égara dans des montagnes désertes, revint vers des prairies fleuries, et continua ainsi pendant des jours et des nuits, jusqu'à ce que le peu de vêtements qui lui restait fût entièrement usé. De longs poils lui poussèrent alors sur le corps. Il fit sa compagnie des animaux sauvages. Il se nourrit avec eux, si bien qu'ils lui devinrent familiers, ne lui faisant aucun mal et lui apportant même de la venaison lorsqu'il n'avait plus rien à manger. Mais il finit par s'affaiblir au point de ne plus pouvoir les suivre dans leur course folle le long des pentes. Il se mit alors à rôder dans le bocage, comme un homme forcené et sauvage, et c'est là qu'un jour il se retrouva tout près d'une maison très basse et recouverte de chaumes où demeurait un ermite. Quand l'ermite aperçut cet homme nu, il comprit qu'il n'avait plus son bon sens. Craignant d'être... Désolée, j'ai mangé des chips, ça se coince dans mon appareil d'adolescente. Il se mit alors à rôder dans le bocage comme un homme forcené. Ah oui. Craignant d'être assailli sans raison par lui, il courut se réfugier dans sa maison et enferma soigneusement la porte. Mais, pris de pitié devant cette déchéance, il saisit du pain qu'il faisait cuire lui-même, ainsi qu'un bol rempli d'eau, et les plaça au dehors, sur le rebord de la fenêtre. Le fou s'approcha et, mis en appétit, s'empara du pain et le mordit. Il n'en avait certes jamais goûté d'aussi mauvais et d'aussi dur, mais il le dévora en entier, et le pain, qui était fait avec de l'orge et qui était très aigre, lui parut aussi tendre que de la bouillie. Quand il l'eut mangé, il prit le bol et but toute l'eau qu'il contenait. Alors, sans plus s'attarder, il regagna les bois, à la recherche des cerfs et des biches. Dans sa demeure, derrière la fenêtre, l'ermite le regarda, priant Dieu de protéger cet homme sauvage, mais de faire en sorte de le tenir éloigné de ces lieux. Mais le souvenir du pain fit revenir le fou. Le lendemain, il était de nouveau là, attendant visiblement que l'ermite lui donnât quelque chose. Comme il avait encore du raisonnement dans sa folie, il avait apporté un chevreuil qu'il venait de tuer et qu'il déposa devant la porte de l'ermite. Celui-ci comprit que l'homme sauvage voulait faire avec lui des échanges. Il mit du pain et de l'eau à la fenêtre, prit le chevreuil, le dépeça et le fit cuire.
Il y avait bien longtemps que l'ermite n'avait eu pareil festin, et il en rendit grâce à Dieu. Il ne se passa pas un jour, tant qu'il fut dans sa folie, que l'homme sauvage n'apporta à la porte de l'ermitage quelques bêtes qu'il venait de tuer. Il passait son temps à chasser, et l'ermite s'occupait de dépouiller et de cuire le gibier, et le pain et l'eau dans le bol, dans le bol étaient chaque jour sur le rebord de la fenêtre pour que le forcené puisse se repaître. Il avait à manger et à boire, venaison sans sel ni épices, et de l'eau froide de la fontaine. Et l'ermite en profitait pour vendre les pots, et avec l'argent qu'il recevait, il achetait du pain de meilleure qualité que celui qu'il faisait lui-même. Comment peut-on avoir un pain de meilleure qualité que celui que l'on fait soi-même? Il faudrait me l'expliquer. Il va être long, hein. Il est long ce chapitre. Je risque de faire des micro-pauses peut-être, parce que je suis fatiguée quand même. On verra, on verra. Un jour cependant, alors que le fou poursuivait une biche, il sortit de la forêt et se trouva dans un très beau parc, bien aménagé, et avec de frais ombrages au bord des sources. Comme il faisait très chaud, l'homme sauvage eut envie de se reposer et s'endormit au pied d'un arbre. Or, la dame à qui appartenait le parc était allée se promener, en compagnie de 2 de ses suivantes, le long de l'étang. Elle voulut remonter plus haut, en direction d'une colline, et c'est là qu'elles aperçurent une forme et une figure d'homme, sur le sol, à l'ombre d'un bosquet. Elles commencèrent par craindre que ce ne fût un être dangereux, et l'une des suivantes, surmontant sa peur, s'approcha prudemment pour en savoir davantage. Elle comprit que c'était un homme nu, recouvert de longs poils. Elle vit que sa peau était pleine de teigne et qu'elle s'était desséchée au soleil. Elle regarda longtemps avant de reconnaître sur lui quelques signes qui lui permirent de l'identifier, et à force de l'examiner, découvrit une cicatrice sur son visage. Elle reconnut alors Yvain, le fils du roi Urien. Il n'y avait pas à en douter, et grand fut son étonnement de constater dans quel triste état il se trouvait. Elle se signa par 3 fois, mais elle prit garde de ne point l'éveiller, préférant revenir tout de suite vers ses compagnes. « Dame, dit-elle en pleurant, je viens de trouver Yvain, le fils du roi Urien, l'incomparable chevalier. J'ignore à la suite de quelles circonstances s'il en est réduit à cette déchéance. Sans doute est-ce quelque chagrin qui lui fait mener cette vie étrange, car on peut devenir fou lorsqu'on est en proie à une grande douleur. Yvain n'est pas dans son bon sens. Jamais il ne serait aussi misérable s'il n'avait perdu l'esprit. Plaise au ciel qu'il puisse rapidement retrouver la raison. Et si cela se pouvait, ce serait un bonheur pour nous, dame, car il pourrait alors nous protéger contre les entreprises du comte allié qui menacent tes domaines en ta personne. Il nous faut sauver Yvain. Je suis sûre qu'il nous récompensera en nous sauvant à son tour. Certes, répondit la dame, nous aurions bien besoin d'un chevalier comme Yvain pour faire valoir nos droits sur ce misérable comte allié. Mais efforçons-nous d'abord de le guérir. Je me demande si ce n'est pas parce que je remarque souvent que, comme Jean Marcal d'ailleurs le fait remarquer, lui aussi, je remarque souvent des toponymies très exactes. Il se peut donc que ce fameux comte allié avait ses résidences avait sa demeure et ses domaines sur le territoire qui est maintenant l'Allier. Mais efforçons-nous d'abord de le guérir. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, nous lui ôterons de la tête ce délire et cette démence. Ne perdons pas de temps. Morgane, la sœur du roi Arthur, si savante en magie et en remèdes de toutes sortes, m'a donné un onguent merveilleux auquel, m'a-t-elle dit, aucune rage de tête ne résiste et qui rend sa force à celui qui l'a perdue. Sans plus attendre, la dame retourna vers son château, qui se trouvait non loin de là, à l'autre extrémité de l'étang. Elle monta dans sa chambre et prit une fiole qui était remplie d'un onguent très précieux. Elle la mit dans la main de la suivante qui avait reconnu Yvain et lui dit « Va, emmène ce cheval-là et emporte les vêtements
des vêtements que tu mettras à la portée de l'homme. Frotte-le avec cet onguent dans la région du cœur. S'il y a encore de la vie en lui, cet onguent le fera lever. Mais n'utilise pas tout. Il n'en faudra que de très petites quantités pour réchauffer son cœur et lui redonner sa vigueur. Après, prends soin d'étaler les vêtements non loin de lui et de laisser le cheval bien en vue. Alors tu iras te cacher derrière un arbre et tu observeras attentivement ses réactions. « Assurément, dame, répondit la jeune fille, je ferai ce que tu me dis. » Et elle s'en alla vers l'homme sauvage. Yvain était toujours endormi et n'avait pas bougé. La jeune fille se pencha sur lui, ouvrit la fiole, prit de l'onguent sur ses doigts et se mit à frotter la poitrine de l'homme. Elle souhaitait tant qu'il se réveilla de sa folie qu'elle utilisa tout le contenu du flacon au lieu de le répandre avec parcimonie. Elle lui frotta même les tempes et le front afin de faire sortir de son cerveau cette rage et cette mélancolie qui devait tant lui peser. Quand elle eut terminé, elle étala les vêtements, mit le cheval bien en vue et se cacha derrière le tronc d'un gros chêne, d'où elle pouvait tout observer sans qu'il pût s'apercevoir de sa présence. Quelques instants plus tard, elle le vit remuer faiblement, puis se gratter le bras et enfin se redresser. Il paraissait tout ébahi et regardait son corps couvert de poils sans comprendre ce qui y était arrivé. Il avait grande honte de se trouver nu et ayant remarqué les vêtements, il se dirigea rapidement vers eux et se mit en devoir de les enfiler. Il semblait faible, sa démarche était mal assurée et c'est avec peine qu'il put monter sur le dos du cheval. C'est alors que la jeune fille sortit de sa cachette et vint le saluer. « Seigneur Yvain, dit-elle, n'aie aucune crainte. Nous t'avons découvert endormi et malade, et nous avons fait en sorte de te frotter avec un onguent merveilleux qui a été donné à madame par la sage Morgane. C'est cela qui a réveillé ton esprit. Mais tu es encore très faible, et je vais te conduire jusqu'à la demeure de ma maîtresse pour que tu puisses t'y reposer. » Quand il entendit ces paroles, Yvain fut tout joyeux, et il sourit à la jeune fille en disant « Jeune fille, je ne sais qui tu es, mais sois bénie par Dieu de m'avoir tiré de l'étrange état dans lequel je me trouvais. Je ne me souviens de rien, sinon d'avoir eu des rêves effrayants qui m'ont laissé tout meurtri. » La jeune fille guida le cheval d'Yvain jusqu'à la maison. « Qui est donc ta maîtresse ?» demanda-t-il. « On l'appelle la dame de Noiroson. Elle possède ce château, le parc où nous t'avons trouvé, et bien d'autres domaines encore. Son époux, en mourant, lui a laissé 2 comtés entiers. Mais aujourd'hui, elle n'a plus guère que ce château et ce qui l'entoure, car le reste lui a été enlevé par son voisin, un jeune comte du nom d'Allier, parce qu'elle a refusé de devenir son épouse. Voilà qui est bien triste, dit Yvain. La jeune fille et lui entrèrent dans la cour du château. La jeune fille aida Yvain à descendre du cheval, le mena immédiatement dans une chambre confortable, alluma un feu et le laissa. Puis elle se rendit auprès de la dame, lui raconta ce qui s'était passé et lui rendit la fiole. « Jeune fille, dit la dame, où est le reste de l'onguent ?»« Il est tout entier perdu, répondit la jeune fille, car j'avais peur que le chevalier fût trop malade, et je n'ai pas hésité à tout utiliser. Il m'est difficile de te faire des reproches à ce sujet. Cependant, je pense qu'il était inutile de dépenser tout cet onguent précieux pour un seul homme. Il eût pu servir encore de nombreuses fois. »« Mais, dit la jeune fille, n'oublie pas qu'il s'agit d'Yvain, et que tu as besoin d'un chevalier tel que lui pour défendre ton domaine. »« C'est juste, répondit la dame, mais à condition qu'il veuille bien prendre ma défense. Fais en sorte de le servir le mieux possible, qu'il ne manque de rien, et qu'on lui permette de se remettre de ses fatigues sans l'accabler de questions. S'il était dans cet état, c'est qu'il devait avoir des raisons, et ces raisons ne sont qu'à lui-même. Sois discrète avec lui. » La jeune fille prit congé de la dame et s'en alla retrouver Yvain, en compagnie de quelques servantes habiles et dévouées. Elle ordonna qu'on pourvût le chevalier de nourriture et de boissons en abondance, qu'on entretienne un feu en permanence dans sa chambre et qu'il pût se baigner souvent, et cela jusqu'à son rétablissement complet. Yvain mangea et but, se baigna abondamment et dormit paisiblement. Les poils qui recouvraient son corps s'en allèrent par touffes épaisses. Cela dura
une quinzaine de jours, et sa peau devint plus blanche qu'elle ne l'avait jamais été. Alors on le rasa, et on le peigna soigneusement. Il avait enfin retrouvé toute son allure et sa prestance. Un jour, Yvain entendit un grand tumulte dans le château, et un grand bruit d'armes à l'extérieur. Il demanda à la jeune fille ce qui se passait. « C'est le comte dont je t'ai déjà parlé, répondit-elle. Le voici qui, pour intimider madame, lance une attaque contre le château, à la tête d'une puissante troupe d'hommes en armes. Il espère que ma maîtresse va se rendre, qu'il l'épousera de force et qu'il possédera ainsi l'ensemble de ses domaines. » Yvain demanda si la dame de Noiroson avait des armes et des chevaux. « Oui, dit-elle, les meilleures armes qui soient et les chevaux les plus rapides qu'on ait jamais vus. Irais-tu lui demander de me prêter un cheval et des armes, afin que je puisse aller voir de près ce qu'il en est de cette attaque? Volontiers, Seigneur, dit-elle. J'y vais immédiatement. » La dame de Noiroson fut toute heureuse en apprenant les intentions d'Yvain. « Fournis-lui tout ce qu'il demande, dit-elle à sa suivante. Nous avons bien besoin de son aide, et si nous voulons résister à ce maudit comte allié, et dis-lui bien que ces armes et ce cheval, je ne les lui prête pas, je les lui donne. Il n'en a sans doute jamais eu de pareils en sa possession. J'aime mieux qu'il les prenne plutôt que de les voir la proie de mes ennemis. De toute façon, au point où nous en sommes, je n'ai plus rien à perdre. » On amena à Yvain un magnifique cheval, gascon, noir, parfait, portant une selle de hêtre, ainsi qu'une armure complète pour cheval et cavalier. Yvain revêtit son armure, monta en selle et sortit avec 2 écuyers. En arrivant devant la troupe du comte allié, ils virent des hommes en grand nombre, au milieu desquels il était difficile de distinguer qui que ce fût. Yvain demanda aux écuyers où se trouvait le comte. « Là-bas, à l'endroit où tu vois 4 étendards jaunes. Il y en a 2 devant lui et 2 derrière lui. »« Très bien, dit Yvain. Maintenant, retournez sur vos pas et attendez-moi près de l'entrée du château. » Les écuyers s'en retournèrent et Yvain poussa en avant jusqu'à ce qu'il rencontrât le comte. Sans plus attendre, il le provoqua, fonça sur lui, l'enleva de sa selle, le plaça entre lui et son arçon de devant, et tourna bride vers le château. En dépit de toutes les difficultés, malgré les hommes d'armes qui voulaient l'empêcher de passer, il arriva au portail avec le comte, auprès des écuyers. Ils entrèrent et l'on referma les portes après eux. La dame de Noiroson se trouvait dans la cour, auprès du montoir. C'est vers elle que se dirigea Yvain, et aussitôt il lâcha le comte allié qui s'affala sur le sol devant celle qu'il avait voulu combattre. « Dame, s'écria Yvain, voici l'équivalent de l'onguent avec lequel tu m'as guéri de ma folie. » Les hommes du comte tendirent leurs pavillons autour du château, mais ils savaient que leur maître était prisonnier et ils ne tentèrent aucune attaque, préférant attendre la suite des événements. Yvain avait relevé le comte, et celui-ci s'était incliné devant la dame de Noiroson, lui demandant son pardon pour l'avoir importuné de si longs mois et pour s'être emparé de ses terres. Il assura la dame par un serment solennel qu'il accomplirait sa volonté et toutes ses exigences. Il jura de maintenir la paix, de réparer tous les dégâts qu'il avait causés et de rendre les 2 comtés qui lui appartenaient. De plus, comme il était prisonnier, il dut, pour se libérer, donner à la dame de Noiroson la moitié de ses domaines, ainsi que son or, son argent, ses joyaux, et des otages pris parmi ses vassaux. Moyennant quoi le comte allié put s'en aller. Mais il était fort honteux d'avoir été ainsi vaincu, alors qu'il s'attendait à une victoire facile. Quand tout fut rétabli, ainsi que l'avait voulu la dame, Yvain lui demanda la permission de partir. Elle ne lui eût pas donné congé s'il avait bien voulu la prendre pour épouse ou amie. Les chevaliers de Noiroson supplièrent Yvain de rester parmi eux, mais toutes leurs prières furent vaines. Il refusa même de se laisser conduire, et se mit en route immédiatement sur le cheval noir que la dame lui avait donné. Il la laissait bien chagrine, elle qui s'était tant réjouie de la victoire et du traité passé avec le comte. Elle aurait voulu honorer Yvain et le faire, avec son consentement, le seigneur de tout ce qu'elle possédait. Mais rien n'aurait pu retenir Yvain, fils du roi Urien.
Il reprit son chemin vers les extrémités du monde et la solitude, celle-ci étant la seule compagne qu'il tolérait en son esprit, embué de tristesse et de mélancolie. Un jour, pendant qu'il chevauchait, pensif, parmi la forêt profonde, il entendit un cri de douleur, puis un second, puis un troisième, qui semblait surgir d'un bosquet. Il se dirigea de ce côté et aperçut une butte rocailleuse au milieu du bois et un rocher grisâtre sur le versant du tertre. Dans une fente du rocher se tenait un serpent, et à côté du rocher, il y avait un lion tout noir. Le serpent avait saisi le lion par la queue et le mordait cruellement. Yvain ne resta pas longtemps sans réaction devant cet étrange spectacle. Il commença par se demander lequel des deux animaux il allait aider, mais il se décida vite pour le lion, car on ne doit faire de mal qu'aux êtres venimeux et pleins de félonie. Il tuerait donc le serpent, et si par la suite le lion l'attaquait, il trouverait bien le moyen de se défendre. Il tira donc son épée, mit son bouclier devant lui pour se garantir du feu que le serpent vomissait par la gueule, et attaqua la bête. Du premier coup, il lui trancha la tête, mais il frappa et refrappa tant et si bien qu'il en fit 1000 morceaux. Cependant, pour libérer le lion, il n'eut d'autre ressource que de lui couper un morceau de la queue. Il crut alors que le lion allait se jeter sur lui, et il se mit en garde. Mais le lion, tout heureux d'être délivré de l'emprise du serpent, ne semblait nullement agressif, bien au contraire. Il s'avança vers Yvain, tenant ses pattes étendues et jointes, et sa tête inclinée vers la terre, comme pour témoigner sa reconnaissance à celui qui l'avait sauvé. Yvain comprit très vite les sentiments éprouvés par le lion. De sa main gauche, il caressa la crinière de l'animal, puis, ayant essuyé sur l'herbe son épée, il la remit au fourreau. Il remonta en selle et reprit son chemin. Mais le lion le suivit et vint trotter à ses côtés. Visiblement, il ne voulait plus se séparer de son sauveur. Il alla devant, tant qu'il sentit sous le vent des bêtes sauvages en pâture. L'instinct et la faim l'invitaient à bondir pour chasser une proie. Il se mit dans leurs traces pour bien montrer à son maître qu'il avait flairé quelque gibier. Puis il s'arrêta et regarda Yvain comme s'il attendait son bon plaisir. Yvain comprit qu'il n'accomplirait rien sans son maître. Si son maître continuait son chemin, il demeurerait près de lui. Mais s'il faisait mine de le suivre, il se précipiterait sur la venaison qu'il avait flairée. Yvain l'excita alors comme il eût fait d'un brachet. Le lion remit aussitôt le nez au vent. Il ne s'était pas trompé, car à moins d'une portée d'arc, il y avait un chevreuil qui pâturait tout seul dans la vallée. Il eut vite fait de le prendre et de le saigner. Puis il le jeta sur son dos et l'apporta tout chaud à son maître. Il faisait presque nuit. Yvain résolut d'établir son camp dans les bois et de goûter un peu de chevreuil. Il se mit à l'écorcher, lui fendit le cuir sous les côtes, lui enleva un lardet de la longue, puis, ayant amassé des brindilles et des branches, il fit un feu clair et joyeux. Le lardet, mis à la broche, fut vite rôti, mais ce dîner ne plut guère à Yvain, car il n'avait ni pain, ni sel, ni épices et ni couteau, et pas de vin non plus pour étancher sa soif. Le lion était couché à ses pieds, sans bouger. Il regarda Yvain se restaurer à sa convenance et acheva le surplus jusqu'aux os. Yvain dormit toute la nuit, la tête appuyée sur son bouclier, et le lion eut tant de sens qu'il veilla et garda le cheval qui paissait l'herbe maigre du bois. Ils partirent ensemble au petit matin, et pendant 15 jours menèrent cette paisible vie. Le hasard les conduisit à la fontaine, sous le grand pin. Il s'en fallut de peu qu'Yvain ne redevint fou de douleur lorsqu'il vit la clairière et s'approcha du perron. Il était tellement malheureux et accablé de regrets qu'il défaillit. Dans sa chute, son épée glissa hors du fourreau, la pointe s'enfonça légèrement dans son menton et du sang clair jaillit sur sa joue. Le lion crut son maître mort et en eut une douleur indicible. Pour peu, il se serait jeté sur la lame de l'épée pour qu'elle le transperçât. Il se hâta de dégager Yvain avec ses dents et appuya l'épée contre le tronc d'un arbre. Il sauva ainsi son maître qui courait à la mort comme un sanglier affolé qui se jette en avant sans rien voir. Mais quand Yvain revint de Pamoison,
La tristesse et l'angoisse le tenaillèrent à nouveau. Il se mit à gémir de plus belle d'avoir ainsi laissé passer le délai et encouru le mépris et la haine de celle qu'il aimait toujours. « Hélas !» s'écria-t-il, « pourquoi reste-t-il en vie le misérable qui s'est ôté lui-même la joie? Pourquoi n'ai-je pas le courage de mettre fin à mes jours? Comment puis-je demeurer ici et voir tout ce qui me rappelle madame? Que fait mon âme dans un corps qui souffre le martyre? Mon devoir est de me mépriser et de me haïr à mort. Pourquoi m'épargnerais-je? N'ai-je pas vu mon lion qui était si désespéré à cause de moi vouloir se transpercer de mon épée? Redouterais-je la mort, moi qui ai changé le bonheur en malheur, la joie en chagrin? C'était pourtant le bonheur le plus merveilleux, c'était la joie la plus pure et la plus belle. Il faut bien dire qu'elle n'a pas duré longtemps, et cela par ma faute. Qui a perdu un tel bien par sa propre faute n'a plus droit au bonheur. Il se lamentait ainsi quand il entendit un grand gémissement, puis un second, puis un troisième, tout près de lui. Il demanda s'il y avait là une créature humaine. « Oui, assurément, » lui répondit une voix de femme, « et la plus malheureuse qui ait jamais été. » Yvain se leva et regarda autour de lui. À peu de distance de la fontaine, il vit une petite chapelle en pierre, sans autre ouverture qu'une lucarne, mais très belle et très solide. Il s'approcha, mais la lucarne était si étroite qu'il ne pouvait rien distinguer à l'intérieur. « Qui es-tu » demanda-t-il. La voix lui répondit. « Je suis la plus infortunée de toutes les femmes. Pourquoi es-tu là? On me retient prisonnière. La porte est si lourde que personne ne pourrait la briser. Ils savaient bien ce qu'ils faisaient, ceux qui m'ont enfui dans cette prison. Ah, quel malheur est le mien! Tais-toi, folle, dit Yvain. Ta douleur est plaisir, ton mal est un bien au prix de ce que j'endure. Quel malheur est donc le tien? Il serait trop long d'en parler. Sache que je suis moi-même le plus malheureux de tous les hommes. Peut-être, répondit la voix, mais au moins tu as la possibilité d'aller et venir comme tu veux, tandis que moi, je suis emprisonnée, et voici le sort qui m'est réservé. Après-demain, on viendra me tirer d'ici, et je serai livré au supplice. Ah, par Dieu Tout-Puissant, dit Yvain, mais pour quel forfait? Seigneur, je suis accusé de trahison, et si je ne trouve pas quelqu'un pour prendre ma défense, je serai pendu ou brûlé. Alors, je peux dire que mon chagrin surpasse le tien, car tu as encore l'espoir d'être délivré. Oui, mais je ne sais pas par qui. Ils ne sont que deux au monde qui peuvent oser me défendre, car pour cela il faut entreprendre un combat contre 3 hommes. Comment? Ils sont 3, ceux qui t'accusent? Oui, Seigneur, ils sont 3, et prêts à tout pour que je meure. Mais qui sont les 2 hommes qui pourraient les combattre et ainsi te délivrer? Je vais te le dire. L'un est Gauvin, le neveu du roi Arthur, l'autre est Yvain, fils du roi Urienne. C'est d'ailleurs à cause de ce dernier que je suis condamné à mourir. À cause de qui, dis-tu? À cause du fils du roi Urienne, Seigneur, aussi vrai que je prie Dieu de me secourir. Mais qui es-tu donc? Demanda Yvain. Je suis Lunède, la suivante de la dame de la fontaine. Et moi, je suis Yvain, fils du roi Urienne, et je te garantis que tu ne mourras